L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Chers amis internautes, bonjour et bon réveil. Nous sommes une fois encore au domicile de Maître Abraham Zizidokwe, qu'on ne présente plus, juriste de formation, avocat, enseignant du supérieur, ancien président d'institutions nationales et sous-régionales, ancien ministre, ancien député. Suite à l'entretien qu'il a eu à nous accorder dimanche dernier, vous êtes très nombreux à nous interpeller, à vous indigner et à vous questionner sur le développement qu'il a eu à avoir. Alors je suis revenu une fois encore à son domicile ce jour pour mieux comprendre le dit développement. Je suis venu pour comprendre s'il existe ou s'il peut exister un lien entre la nature du régime politique et le calendrier électoral. Maître Abraham Zizidokwe, bonjour. Bonjour, cher ami. Merci d'avoir accepté de nous recevoir une fois encore chez vous. Oui. Alors, le dimanche dernier, nous avons eu un entretien. Est-ce que vous avez des retours déjà? Est-ce que les retours vous ont un peu choqué? Non, pas choqué, au contraire. Il y a eu beaucoup de retours d'Europe, de Genève, de Paris, d'ici, sur place. Certains qui ont exprimé leur contentement, qui ne connaissaient pas un certain nombre de choses et qu'à partir de cet entretien, ils ont compris un certain nombre de choses. Par contre, d'autres ont estimé que la thèse que j'ai avancée, l'avis que j'ai donné, n'était pas vérifié sur le terrain. Moi, je dis, c'est un travail formidable que vous êtes en train de faire, vous et vos collègues, parce que depuis cette affaire de révision, de constitution ou du code électoral, on a senti un bouillonnement intellectuel, un réveil des esprits, des opinions par-ci, par-là, que ce soit les médias privés comme vous ou les médias publics. Hein? Il y a une sorte de... Et je trouve que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Oui, c'est la vitalité. Alors dites-nous, y a-t-il un lien y a-t-il un lien qui existe ou qui peut exister entre la nature du régime politique et le calendrier électoral? Tout à fait, tout à fait. Il y a un lien ou peut exister? Tout à fait. Et là, je vais vous dire que là, c'est pour répondre à deux cris de cœur. Deux amis. Un professeur qui est de l'opposition, professeur Simon Narcisse Tometti, et un autre acteur politique qui est de la mouvance, le président Ayadji du parti Mouel Bénin. C'est des cris de cœur. Vous avez vu des interrogations de Mouel Bénin? Oui, oui, tout à fait. Je reviendrai, je vais vous le dire, puisque les journaux en ont fait cas. Ma photo étant sur des journaux, comme ce fut le cas avant, dans les réseaux sociaux, ce qu'on avait dit. Bref, ma thèse, elle est simple. Entre la nature du régime politique et l'ordre des élections, il y a un lien. En le disant,
Il n'y a aucun mystère. Et je vais remercier mon ami le professeur Tometi Simon qui m'a interpellé, qui m'a dit, mon cher maître, il faut mettre fin à l'omerta, le silence. Le peuple veut vous entendre. Je le remercie, c'est parce qu'il y a une certaine considération pour moi. Et on a fait cette sortie et il y a eu le retour de cette sortie. Et là, je l'en félicite et je le remercie parce qu'il est institutionnaliste, le professeur Simon Narcisse Tometi. Il est institutionnaliste. Il m'a si bien compris il a si bien compris ma thèse, mon avis et la démarche que j'ai proposée aux protagonistes de ces débats, que dans son retour sur un réseau social, il a écrit ceci. Et textuellement, ce qu'il a écrit, je vous le lis. Oui, allez-y. La nature du régime politique, présidentiel ou parlementaire doit corréler avec le code électoral et l'ordre du déroulement des élections présidentielles et parlementaires. Voilà ces mots. Tel qu'il a compris ce que j'ai eu à dire, voilà ces mots. Ça veut dire qu'il a compris ma thèse. Elle est simple, il y a un lien. J'ai dit, quand vous êtes en régime présidentiel, il faut commencer les élections par l'élection présidentielle. Et les législatives suivent. Alors, pour conforter, oui. Laissez-moi expliquer pour que les gens comprennent. Parce que le temps est si court qu'on n'arrive pas à expliquer suffisamment les choses. Il y a des détails qu'on ne donne pas et ça fait que les gens n'ont pas tous les éléments d'appréciation. Ils restent sur leurs faits. Laissez-moi vous expliquer ce lien. Lui, il a compris. Et la méthode que j'ai suggérée, à savoir des simulations sur les différentes propositions. Mais j'ai vu ça dans les médias. J'ai vu un de vos collègues recevoir les présidents de tous les groupes parlementaires à l'Assemblée. Et chacun a opiné, a dit que voilà, c'est ça des simulations. Mais le professeur Tometi, même s'il a compris ma démarche et ma méthode, il estimait que pour des raisons psychologiques, politiques et idéologiques, il ne faut pas réviser la Constitution aujourd'hui. Il faut attendre 2026. Donc, il est demeuré anti-révisionniste, mais il a compris ma position que moi, j'étais pour la révision immédiatement à cause du caractère technique que j'ai évoqué. Ça, je l'ai compris. Et c'est ça, un débat d'intellectuels. Oui, justement, d'autres font également un autre débat intellectuel, en dehors du professeur Narcisse Simon Tometi, qui estime qu'on ne peut pas tout le temps toucher à la durée du mandat en cours de mandat. Tout à fait, j'en viens, on va en parler. On va en parler. Laissez-moi pour que les gens comprennent. Parce que ce que je dis là, si vous posez la question à votre collègue, le consultant politique de ETL, il vous donnera la réponse. Si vous demandez au ministre Adiou Alain, il vous dira ce que j'ai dit là, c'est exact. C'est sans teinte politique. Ça, ce n'est pas pour soutenir quelqu'un. Je vous dis là, je parle en professionnel, théoricien et praticien du droit électoral. C'est dénué de toute considération partisane politicienne. Il y a un lien. Lequel? Le professeur Tom, mais c'est ça que je dis. Quand vous êtes dans un régime présidentiel, commencez les élections par l'élection du président de la République. Et les autres élections viennent pour conforter ce président-là dans son mandat, dans son agenda. Si vous êtes dans un régime
parlementaire. Et quand vous faites les cours de trucs, le premier régime qu'on enseigne à tout le monde, c'est le régime parlementaire. C'est le régime de la Grande-Bretagne, du roi, où vous avez un exécutif qui peut agir sur le Parlement et le Parlement peut agir sur l'exécutif. C'est ça l'équilibre dans le régime parlementaire. Dans le régime présidentiel, c'est un régime président fort qui a les moyens. C'est rarement qu'on peut le chuter, à moins d'extraordinaire d'un impeachment. Bref, ma thèse est celle-là. Le professeur Tometti l'a compris, mais il dit, attendons, je lui donne acte de sa position qui est politique, idéologique, et il assume. Dont acte. Donc, intellectuellement, il n'y a aucun problème. Voilà. Il a compris ma thèse, mais il dit ça, c'est technique, laissons ça. Restons auprès du peuple. Alors, d'autres ne comprennent toujours pas parce qu'ils Non, je viens, j'ai dit deux acteurs. Oui. J'ai parlé de lui, qui est de l'opposition. Il y a l'autre ami, le président de Mouel Bénin, Ayadji. Jacques Ayadji, voilà. Qui a posé des questions. Oui. En esprit scientifique. Il est un scientifique. Il a voulu, la méthode expérimentale, il a voulu vérifier cette assertion que j'ai faite. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a interrogé notre pratique constitutionnelle électorale de 90 jusqu'à ce jour. Exactement. Et il a vu que ce que j'ai dit là n'est pas vérifié. Mais pourquoi? Qu'on a commencé, on a fait déjà des élections législatives avant les élections. Mais il a apparemment raison. Parce que le régime présidentiel qui est le nôtre, ce n'est pas un régime présidentiel copie-collé du modèle américain. C'est ça la nuance. Quand on parle du régime présidentiel au Bénin, celui de 90, les pères, les architectes de cette constitution ont puisé à plusieurs sources. Le régime présidentiel américain fort, notre tradition française, la constitution de décembre de 58, révisée en 62, le régime français qui, lui, il est soit parlementaire, qu'on appelle semi-parlementaire, semi-présidentiel, qui a donc des éléments de parlementarisme et des éléments du présidentialisme, donc panaché. C'est l'école à laquelle nous avons été, les cadres béninois pour la plupart. Et troisième source d'inspiration, notre histoire constitutionnelle et politique du Dahomey au Bénin. Voilà les trois sources qui ont fait qu'on ne peut pas dire, même si on qualifie notre régime de présidentiel, c'est un régime présidentiel qu'on qualifiera de sui generis. Il n'y a pas un pareil avant qu'on est allé copier, qu'on a amené. C'est un régime présidentiel sui generis. C'est ça, c'est propre au Bénin. Ça a tiré leçon de l'expérience. L'histoire politique du Bénin a montré, quand vous avez deux têtes à l'exécutif, la hiérarchie, ça finit toujours mal. Donc les pères, architectes, rédacteurs ont tiré compte de ces réalités politiques et ils ont concocté un régime présidentiel sui generis. C'est pour ça quand, dans les débats, quand on dit régime présidentiel, certains veulent dire, ben, ce que vous faites, le régime, le modèle américain, c'est ceci, c'est cela. S'ils font cette comparaison, ils n'auront pas la réalité, ils vont passer à côté. Si vous voyez le régime présidentiel américain, ce n'est pas ce qu'on a ici. Le suffrage, il est universel, mais il est indirect. C'est les grands électeurs. Nous, on a le suffrage universel, direct, que le général de Gaulle a amené. Après le régime des partis. Donc il y a beaucoup de choses, quand vous comparez, vous ne verrez pas. Donc, je viens, c'est le premier élément. C'est la nature de le type de régime présidentiel qu'on a. Ce n'est pas une copie sui generis. On appelle ça un régime
sui generis, c'est-à-dire qui est original, qui a ça, hein, qui a les éléments de sa propre composition. Et je vous ai donné 3 éléments, les éléments du régime présidentiel, les éléments du régime parlementaire, les éléments du régime semi-parlementaire, semi-présidentiel et l'histoire constitutionnelle et politique du Bénin. Alors, dans un tel régime où ce n'est pas présidentiel à l'américaine, à l'anglo-saxonne, comme cela existe dans la théorie constitutionnelle, quand vous faites, on dit la comparaison n'est pas raison. Donc, mon ami, ayant voulu vérifier mon assertion et tout au Bénin, ce qu'il dit là, ça ne se vérifie pas. Et on a fait des législatives avant des présidentielles, et je dis c'est compte tenu du type du régime présidentiel qu'on a. On n'a pas le régime présidentiel classique à l'américaine. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, le second intrant qu'il faut en scientifique, qui manquait soit à sa portée ou à sa connaissance, le cycle électoral qui a été le nôtre jusque-là n'a pas été le cycle d'un régime présidentiel. C'est pour ça que sa vérification ne pouvait pas arriver au même résultat, puisque dans le système qu'on a, sui generis, on a des mandats, on avait des mandats de 4 ans, de 5 ans, ou dans le régime français, des mandats de 7 ans. Donc, dans ces cas-là, vous ne pouvez pas vérifier ce que je viens de dire parce que ce n'est pas le régime présidentiel classique. Dans le régime présidentiel classique, les élections sont groupées. On les fait le même jour. Vous n'avez pas ce problème de décalage qu'on a dans le système francophone. Le même jour. Ma première observation électorale dans ma vie, c'est aux États-Unis. Ça peut paraître bizarre, les gens disent comment. Les gens vont en observation électorale aux États-Unis, ce n'est que chez nous. Ma première observation électorale, c'est aux États-Unis. Il y avait dans la délégation l'ancien président de la commission électorale nationale, M. Saïd Agbantou. Ce jour-là, les gens faisaient les élections de gouverneurs, de procureurs. Donc, toute la structure administrative et politique, le même jour, dans un tel régime présidentiel, vous n'avez pas le problème décalage d'élection que nous avons dans notre régime présidentiel. Donc, c'est les 2 éléments qu'il faut ajouter pour comprendre que pourquoi au Bénin, régime présidentiel, dit-on, ne suit pas l'assertion que j'ai. Attendez. Oui. Mais la réforme de 2019, Justement, j'allais en venir. qui a voulu aligner les mandats Cette réforme a changé totalement. notre régime présidentiel. Le cycle électoral a changé. A voulu aligner les mandats. Hein, tout le monde, 5 ans, tout ça là. Des élections groupées. C'est pas aller jusqu'à dire le même jour, mais dans un laps de temps relativement court, en 2 ou 3 mois, on finit tout, parce que là, c'est la survivance de la francophonie ou de la francophonie où il y a toujours des décalage. Dans un tel environnement où en 2026, il y aura des élections générales, nous passons d'un cycle électoral à un autre cycle électoral. C'est comme s'il y avait un changement de paradigme. Parce que c'est dans les pays anglophones que vous avez cela. On fait tout le même jour et la force politique qui gagne de la tête au sommet, du sommet au pied, à la base. Donc sur toute la ligne, vous avez la même couleur politique qui dirige le pays durant le mandat. Et quand il y a alternance, une autre force politique vient changer celle qui est là, ce qu'on appelle le spoil system, et vous avez des milliers de gens qui partent avec le chef de leur formation, et vous avez des milliers de gens qui viennent. Donc,
dans un tel système, c'est beaucoup plus dans les pays anglophones. Donc, ceux qui font même des procès en incompétence aux législateurs de 2019 se trompent. Parce que quand vous avez des habitudes francophones et vous voulez passer à des habitudes de pays anglophones, parce que des rapports, des élections, différents rapports, des différents ont montré qu'en regroupant les élections, en faisant les élections dans un laps de temps court, on faisait énormément d'économies sur le financement de nos élections. On faisait énormément d'économies sur le temps. Vous savez que quand la campagne électorale commence au Bénin, l'administration est au repos. Alors, donc c'est un changement de paradigme qui change complètement. Et peut-être nous continuons de lire avec nos yeux de francophones, de francophiles. On veut retrouver. Ce n'est plus ça. C'est pour ça que pour 2026, oui, avec ce changement, alors que dans la réforme de 2019, c'est l'élection législative qui venait avant l'élection présidentielle, c'est là que j'ai dit non, il faut respecter ce lien. Nous sommes dans un régime présidentiel, mais un régime présidentiel sui generis, j'ai expliqué. Il faut commencer par l'élection du président de la République. Or, si tu vois actuellement en l'état du droit positif, c'est l'inverse. On commence par l'élection législative. Et c'est pour ça que j'ai dit il faut rétablir cela. Il faut corriger ça. Des gens se sont posés des questions, s'il vous plaît. Où est-ce que ça a été écrit? Dans quoi ça a été? Où est-ce que ça se fait? On n'a pas besoin d'écrire ça dans la Constitution, ce que je dis là. Tout ce que nous disons, nous faisons. Tout n'est pas dans le droit positif. Quand nous opinons dans des débats, nous faisons appel à tous les instruments que nous avons, la doctrine, les décisions de justice, les principes généraux. Bref, de la culture juridique pour répondre à un avis technique. En 2026, étant dans un régime présidentiel, il est recommandé de commencer par l'élection présidentielle et les autres élections suivies. C'est simple. C'est aussi simple que ça. On n'a pas besoin d'être un sachant, un grand sachant pour comprendre ce que je dis. Les gens ont compris. Quelques illustrations, quelques pays qui expérimentent cette thèse-là que vous défendez. Non, il faut prendre les pays au cas par cas. Je vous dis, rien n'est linéaire. On est dans un régime présidentiel, mais nous ne sommes pas un régime présidentiel américain. Donc, vous n'aurez pas les mêmes pratiques. Nous sommes dans un régime présidentiel. Mais on a copié des éléments du régime français qui est le régime nourricier auquel on est habitué, on a été à l'école dans ça, etc. Et on a vu notre propre histoire politique et constitutionnelle, là où il y a toujours eu deux têtes à la tête de l'exécutif, c'est toujours des crises. Vous vous rappelez le président Akwiti Aroualegbe, etc., Akwiti Maga, etc. Dès que vous avez la hiérarchie, deux hommes comme tête dans l'exécutif, vous avez un problème. C'est pour ça que, pour notre régime présidentiel, avant la réforme de 2019, le président de la République était seul. Ce n'est que récemment qu'on a joint un vice-président. Sinon, c'est pour ça que je vous dis c'est un régime présidentiel sui generis, qui ne ressemble à aucun d'autre. Mais c'est un régime présidentiel parce que le président a les moyens de sa politique d'aller jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a encore un autre pays en dehors du Bénin qui a un régime présidentiel sui generis? Non, le sui generis, c'est propre à vous. Oui, mais vous aurez des régimes présidentiels. Quel pays a également encore un régime vous aurez présidentiel des régimes présidentiels. Chacun y met. Mais une constitution, c'est votre histoire. L'histoire du Bénin ne peut pas être l'histoire d'un autre pays. Chacun a son histoire. Donc, c'est en fonction de l'histoire du Bénin votre histoire politique, constitutionnelle, que vous dosez votre... C'est ce que le Bénin a fait. Ce n'est pas une copie conforme du régime présidentiel américain, ce n'est pas une copie conforme du régime français.
Mais on a tiré des éléments ici, tiré des éléments là, tiré des leçons de notre propre vie constitutionnelle et politique. C'est ça qu'on appelle un régime sui generis. Un régime sui generis qui est, vous ne verrez pas un autre, puisque le Bénin, il est le seul, il n'est pas... Quand on dit c'est sui generis, ça veut dire qu'il n'y a pas de copie collée, exact, conforme. On a pris d'éléments, on a pris le régime parlementaire, semi-parlementaire, c'est présidentiel. Oui, on a vu notre... Est-ce qu'en dehors du Bénin, il n'y a pas d'autres pays africains qui a eu la même pratique? Beaucoup de gens sont venus copier, je le dis avec modestie, puisqu'on a été les premiers à la conférence nationale. Beaucoup de pays sont venus copier des éléments de notre constitution. Certains ont pu réussir, d'autres n'ont pas réussi. Mais adapté à leur régime. Vous allez voir des doses de présidentialisme, des doses de parlementarisme. Vous verrez des gens avec Premier ministre, président avec Premier ministre. Vous verrez des pays, président sans Premier ministre, etc. Donc, c'est un régime. Notre régime présidentiel est sui generis. Donc, si vous voulez contrôler mon affirmation par ça, vous allez dire, ben, le Bénin, on n'a pas fait. Mais à partir de 2026, il faut faire comme ça parce que le cycle électoral aura changé. On aura des élections groupées, les mandats sont alignés, ce qui n'était pas le cas. Donc, on est en train de basculer d'une pratique essentiellement francophone teintée d'anglophonie à un système de plus en plus anglophone où on fait tout soit le même jour, comme je l'ai dit, c'est ça la particularité. Mais ici, avec ce qu'on traîne encore de francophone, c'est décalé de quelques semaines, de quelques jours, qui nous pose le problème de dans quel ordre on doit faire à partir de 2026. L'avis que j'ai donné, c'est à partir de 2026. Alors, donc, si vous voulez vérifier pour ce qu'on a fait, vous ne trouverez pas ce résultat. C'est un avis. Et je vous dis que cet avis, en dehors de ça, j'ai préconisé une méthode, c'est faire des simulations. Et je vous dis que vos collègues ont fait faire des simulations à des gens. Et c'est une bonne chose, il faut continuer. Vous voyez ce qu'on fait là? J'avais dit en démocratie, il y a un premier temps de confrontation, d'idées. Nous sommes dans cette étape de confrontation d'idées. Jusque-là, tout ce qui se dit, tout se fait. Et c'est très bien. Ça va permettre aux uns aux autres de voir. Je n'entre pas dans les considérations de c'est quelle catégorie de bénéficier. C'est corriger d'abord l'erreur pour les uns, faute pour les autres, c'est-à-dire l'inversion des dates. Certains estiment que c'est une erreur, d'autres estiment que c'est une faute. Mais quand il y a erreur ou quand il y a faute, qu'est-ce qu'on fait? On la corrige. C'est aussi simple que ça. Donc ce que je dis n'a rien d'extraordinaire. On ne va pas chercher ça dans un livre où est-ce que c'est écrit. Est-ce que non, juste les on a eu le Premier ministre dans ce pays. Attendez. Je veux savoir dans quel pays sont organisées la présidentielle avant les élections législatives et communales. Non, je vous dis, quand vous êtes quand vous êtes dans un régime parlementaire, vous commencez par les élections législatives. C'est ça ce qui se fait en Grande-Bretagne, partout. Et le parti majoritaire donne, c'est soit le chef du parti majoritaire. Là, en Indonésie, il y a quelques jours, ils ont fait un régime présidentiel. Ils ont fait les élections présidentielles. Et les autres élections vont suivre. En Indonésie, il n'y a pas une semaine. C'est un régime présidentiel. Ils ont commencé par l'élection du président, militaire, tout ça. Ils vont faire les autres élections. C'est comme ça. Mais dans un régime parlementaire, vous commencez par... En dehors de l'Indonésie? L'Indonésie, c'est présidentiel. Et je vous dis qu'ils ont fait... Il y a d'autres pays, quand c'est un régime présidentiel pur, ce n'est pas le nôtre. Je vous ai dit, notre régime présidentiel est sui generis. C'est une adjonction de forme de régime présidentiel. Ça fait que ça ne suit pas cette règle-là. Alors, lorsqu'on reste dans le cadre de votre règle, pour vous, les électeurs doivent donner une majorité au président qu'ils ont élu. Qu'ils ont élu il y a quelques jours, la logique. Mais sont-ils obligés de donner cette majorité? S'ils ne le font pas, c'est à leur risque et c'est tout. Vous élisez quelqu'un, vous lui enlevez les moyens d'exercer.
Un président qui n'a pas la majorité à l'Assemblée, qu'est-ce qu'il peut faire? Il devient dictateur. Parce que dans le régime présidentiel, il y a les moyens qu'on donne au président d'aller jusqu'au bout. C'est ça les ordonnances dont je vous ai parlé. Ce dosage, vous l'avez en France, c'est ça le 39-4. Si vous l'élisez et vous ne lui donnez pas une majorité à l'Assemblée, il y a une corrélation entre l'exécutif et le législatif. C'est les deux pouvoirs. Tantôt, c'est l'exécutif qui est fort, et dans le régime présidentiel, les deux pouvoirs se regardent en chien de faïence, chacun étant autonome et va jusqu'au bout. Ça, c'est le type du régime présidentiel. Le régime parlementaire, il y a une action réciproque du pouvoir législatif sur le pouvoir exécutif et vice-versa. Il y a la dissolution. Le chef du gouvernement peut dissoudre l'Assemblée, mais l'Assemblée aussi peut voter la défiance et faire partie le chef du gouvernement. Donc, chaque régime, donc le régime parlementaire, c'est sa caractéristique. Il y a une action réciproque entre le législatif et l'exécutif. C'est ça qui assure l'équilibre du régime parlementaire. Dans le régime présidentiel, chacun est maître. Chez soi, comme on dit, le président, c'est souhaitable qu'il ait la majorité. Alors, mais s'il n'a pas la majorité, la Constitution, parce que c'est le type présidentiel, lui donne les moyens et c'est là qu'on dit qu'on a affaire à un dictateur, etc. Alors, et le président aussi ne peut pas faire partie du législatif, il ne peut pas le dissoudre. Donc, à l'inverse du régime parlementaire, est-ce que vous voyez? Dans le régime parlementaire, il y a une action réciproque de l'un de pouvoir sur l'autre. Dans le régime présidentiel, on est obligé de collaborer, de coopérer, si vous n'avez pas la majorité, de dialoguer, de concerter, etc. Donc, je dis pour 2026, où le cycle électoral change, ce qu'on a fait jusque-là, ça change parce qu'on a voulu regrouper nos élections, on a voulu aligner les mandats pour faire des économies de temps et de moyens et de tout. C'est une sorte de changement, de paradigme. Et mon avis technique que j'ai donné, j'ai dit, commencer par l'élection du président de la République. Ce qui n'est pas le cas dans notre droit positif aujourd'hui. Le droit qui est là, c'est les législatives qu'on doit faire avant. Ce n'est pas normal parce que vous pouvez faire les législatives alors qu'on ne va pas tirer nécessairement le chef du parti qui va gagner les élections, ce n'est pas nécessairement lui qui sera le chef de l'exécutif. Puisqu'on va faire encore une autre élection après pour le président de la République, qui peut ne pas être du parti. Donc, vous voyez, il y a un hiatus. Pour la stabilité du régime, il vaut mieux. Nous sommes en régime présidentiel, commençons par l'élection du président de la République et les autres suivent. Ça, on n'a pas besoin d'être sachant, grand sachant pour comprendre. C'est aussi simple que ça. Certains estiment que la Constitution prévoit des moyens quand même au chef de l'État, bien quand il n'a pas une majorité de pouvoir. C'est ça, les ordonnances. Oui, mais quand vous prenez les ordonnances, on vous traite de quoi? On dit que vous êtes dictateur. On dit que vous n'êtes pas démocrate. Et pourtant, la Constitution a prévu. En France, le 39-4, qu'utilise le président français, on le prend pour un dictateur. On le prend pour... Lorsqu'on reste dans votre philosophie, qu'est-ce qui change constitutionnellement sur le plan des pouvoirs? Lorsqu'on a gagné la présidentielle avant la législative et autres, et qu'on reste dans votre thèse de régime présidentiel sui generis, qu'est-ce qui change? Il y a des chances. Quand le président est élu, il y a un électorat qui l'a élu, il y a de chances que les partis qui soutiennent ce président ou les partis dont est issu ce président, que ces partis-là gagnent les législatives, les communales et puissent accompagner le président et qu'on ait une administration unique de la tête aux pieds. Donc vous voulez quand même qu'il y ait une certaine hégémonie, une cohérence, homogénéité. Tout à fait, c'est tout. C'est question d'homogénéité. Ça n'a rien de truc. C'est pas dans le... Où est-ce qu'on a écrit ça? Le multipartisme intégral. Est-ce qu'on a écrit ça dans notre Constitution? On n'a pas écrit dans notre Constitution. C'est des réflexions à la conférence nationale. On était confinés dans un parti unique, étouffé. À la conférence nationale, et nous sommes dans la semaine de cette conférence, c'est le lieu de saluer
tous les braves combattants de cette conférence, ceux qui sont en vie, ceux qui ne le sont pas. Hommage à tous ceux-là. Nous sommes en plein dans cette conférence nationale. Et c'est là, quand on parle de sentiments, tout ça, les pères architectes de cette constitution issue ont vis-à-vis de cette constitution-là une marque particulière. C'est humain. Qu'il n'y a pas de choses affecter tout ça, c'est tout. Mais nous ne sommes pas. Vous personnellement, qu'est-ce que vous pensez de la conférence nationale et de cette constitution qui résulte de ces assises-là? La conférence a été une bonne chose. La constitution qui en est sortie? Parce qu'en un laps de temps relativement court, nous avons pu, par le dialogue, régler les problèmes de liberté qui se posaient, les problèmes de l'organisation des pouvoirs publics dans la paix. Dans d'autres pays, nous avons vu comment ça se fait. C'est dans la rue, c'est au bout du canon. Ça n'a pas été le cas. Si bien que le Bénin est devenu pays phare, leader de la conférence. C'est ça qu'on a vendu jusque-là. Mais ce n'est pas une raison pour dire qu'on ne va pas bouger de là. Donc moi, je dis la conférence. Ça a été une bonne chose. Mais l'après-conférence, tout ce qui doit être fait n'a pas été fait. Vous savez, on ne peut pas faire la démocratie sans les démocrates. Or, l'éducation qui doit être donnée à l'école, c'est prévu dans cette constitution. Ça n'a pas été donné. Qu'est-ce que les clercs ont fait? Quels sont les cas de fait? Chacun se battait pour les places. Ça a été la lutte des places, c'est le positionnement. Les Béninois, c'est le positionnement. Et c'est en cela que beaucoup de gens critiquent. Et les gens disent, il ne suffit pas de régler les problèmes politiques. Si vous prenez une constitution d'un pays anglophone, vous voyez qu'il y a une dose importante d'éléments économiques dedans, de répartition des ressources dedans. Vous n'avez pas ça dans une constitution francophone comme la nôtre. Vous allez au Ghana, vous voyez la répartition, comment c'est fait, de manière à ce que la constitution même, nous on a dit libéralisme. C'est vague. Libéralisme, quel libéralisme? On a vu tout ce que c'est. Et l'homme n'a pas besoin que de paix. Et l'homme a besoin de liberté. Tout ça là. Bref. Mais il y en a quand même des valeurs qui sont inscrites dans la Constitution. Tout à fait. Nous sommes d'accord pour les valeurs. Tout à fait. Mais il ne suffit pas d'écrire, il ne suffit pas de proclamer. Il faut mettre en œuvre. C'est la mise en œuvre chez nous qui a posé problème et qui a nécessité des réformes. Je vais vous dire, j'ai l'habitude de parler de ce petit opuscule-là. Je vais vous lire. C'était fait en 98. À la veille 2016, ça a été réédité et préfacé par un éminent constitutionnaliste. Je vais vous lire un bout. La bonne santé de quelques-uns de ces partis et l'hégémonie régionale d'autres ont contribué à biaiser notre regard sur le système partisan lui-même et à donner le sentiment que tout va bien et que les partis ont bien le contrôle de la situation politique au Bénin. Or, cette première vue est illusoire et est constamment mise en échec par les résultats des scrutins présidentiels. Ce constat amplifie le diagnostic fait par le président Zizi Ndoye et fait passer l'auteur à son corps défendant pour un visionnaire, tout au moins pour un prédicateur politique. Donc, il trouvait qu'en 1998, que j'avais présenté le système politique béninois dans sa tenue d'Ève. Ainsi, à l'état pur, la réalité que je décrivais correspond, disait-il, parfaitement, trait pour trait, même empire, à celle de 2016. Il dit que ce qui est vrai, c'est le diagnostic. Les partis vont mal. Ils sont vaincus par des individus et défiés
par les électeurs. Certains disent qu'ils sont cocufiés par l'électorat qui leur préfère au moment fatidique les individus hors du champ politique. Vous prenez ceux qui ont été présidents jusque-là, c'est ça. Ce qui est juste, ce sont les approches proposées. Elles sont tenaces et malgré le temps, les idées, propositions de réforme déjà avancées en 1998 ne prennent pas de rides. Pour la plupart, elles sont encore pertinentes et d'actualité. Il est vrai qu'au Bénin, on a vu pousser toutes sortes de partis politiques. On recense des plus classiques aux plus étranges et parfois aux plus dangereux pour la démocratie et la République. Tout le monde le sait, le dénonce, mais s'accommode des partis de groupes ethniques, des partis de régions, des partis de communes, des partis de personnalités, des demi-partis, des micro-partis, des partis de soutien, des partis de rente et depuis ces 10 dernières années, des partis d'intermédiaires et plus inquiétant, des partis d'affaires. Le constat est clair. Si quelqu'un vous dit aujourd'hui la réforme du système parti, c'est une réforme inachevée, certes, mais ce n'est pas un échec. Ce n'est pas le nombre de partis politiques, mais on n'est pas parti pour parti. On dit, bon, chacun peut être libre, ce n'est pas vrai. Il faut un minimum d'encadrement. Il faut un minimum de règles. C'est ça ce que la conférence a apporté. C'est ça que la réforme de 2019 a apporté, a rajouté pour améliorer. Nous sommes dans une dynamique. Il faut continuer dans cette dynamique. Est-ce que quelque part, vous n'êtes pas en train d'apporter un problème politique, une solution de droit? Mais écoutez, qu'est-ce que c'est que le droit? Le droit, c'est quoi, nous, les droits? C'est les problèmes politiques, c'est les problèmes économiques que le juriste reçoit et met en forme. Le juriste, si vous voulez, le droit, c'est un réceptacle. Les problèmes économiques du pays, les économistes. Les problèmes sociaux du pays, les sociologues et autres. Les problèmes politiques du pays, ils déterminent et ils versent ça au juriste qui met en forme. Alors, on dit que le droit, c'est une science dans son fond, mais c'est un art dans sa forme. Alors, le modèle démocratique que vous êtes en train de promouvoir ce matin, est-ce que selon vous, il n'est pas exclusif? Est-ce qu'il n'exclut pas ces citoyens qui ont droit de candidater quand même à une élection présidentielle? Non, ça c'est un autre problème. Le problème à vous entendre, c'est que vous ne voulez plus qu'il y ait de président de la République qui résulte hors champ politique. Non, c'est ce qui est souhaitable, c'est ça la réforme du système partisan. On n'a jamais vu un président de la République sorti d'un parti politique. Or, c'est les partis politiques. Mais est-ce que le problème n'est pas dû à la qualité du personnel politique et à sa formation? Non, qu'est-ce que vous appelez qualité du personnel politique? C'est la formation. Je dis, on ne fait pas la démocratie sans les démocrates. Nous n'avons pas de démocrates. Chacun, c'est venu, multipartite, chacun peut être candidat, chacun va, il est chef du quartier, il va négocier avec le président de la République, il entre au gouvernement, ainsi de suite. C'est de la Est-ce que, Maître Abbas Zinorou, on regarde votre parcours politique quand même qui n'est pas des moindres sur l'échiquier politique, est-ce que vous ne pensez pas que le problème subsiste dans le manque d'idéologie des acteurs politiques? Il y a, vous savez, la question d'idéologie en Afrique. Par exemple, aujourd'hui, vous êtes à l'Union progressiste, le renouveau. Beaucoup, peut-être, vous vous dites, peut-être ils ont adhéré à l'Union progressiste parce qu'ils ont tel qui y est, ou peut-être parce que le jaune leur plaît, ou peut-être parce qu'ils ne veulent pas aller au bloc républicain, parce que tel y est, c'est l'adversaire politique. Ça, la plupart, c'est le commentaire. Oui, c'est la charte. Alors, est-ce que vos réformes actuelles résolvent le problème réellement? Oui, on n'impose pas une idéologie. Hein? On impose ça, c'est votre formation. C'est votre vécu personnel qui vous amène à aller vers des solutions libérales ou des solutions sociales
hein, socio-économique, vous êtes libéral, vous êtes en gros hein, dans le monde. Hein, vous savez, il y a eu le socialisme avec ses variantes communistes, il y a le libéralisme avec ses variantes, le néolibéralisme, le capitalisme si vous voulez, mais grosso modo, entre l'Est et l'Ouest, il y avait ce truc-là, il y a eu la guerre froide et aujourd'hui, le capitalisme l'a emporté à un moment donné, mais les résultats sur le terrain ne donnent pas. Est-ce que la paix est assurée? Est-ce que la sécurité est assurée? Est-ce que chaque Béninois mange à sa faim? C'est tout ça là que l'idéologie ne peut pas résoudre. Une chose est de proclamer une idéologie, une chose est... Je crois qu'en Afrique, comme on a eu une constitution sui generis, en matière d'idéologie, de développement, nous devons chercher également notre propre idéologie. Nous ne devons pas nous calquer, copier l'idéologie de l'Ouest, copier l'idéologie de l'Est, mais chercher l'idéologie africaine, l'idéologie de développement de l'Afrique, qui passe par, de mon point de vue, un chef doit nourrir son peuple. Ça, c'est la première des choses. Il faut nourrir le peuple. Ça veut dire notre modèle économique, notre agriculture doit commencer par résoudre les problèmes des besoins de nos populations. Il faut que nos populations mangent. Il faut que nos populations se soignent. Il faut que nos populations puissent s'abriter. Et il faut l'école, la santé, il faut donner ça à nous. C'est des choses. C'est ça notre idéologie, le bien vivre, le vivre ensemble de nos populations. C'est cette idéologie de développement. Vous avez beau dire je suis capitaliste, je suis socialiste, tout ça. Si ces besoins-là ne sont pas satisfaits, votre idéologie n'aura aucune réalité vis-à-vis de vos populations. C'est les besoins des populations de vivre, de manger, de se soigner, de s'éduquer, d'être libre, de bavarder sans se retrouver, n'est-ce pas, au gnouf, etc. C'est ça les besoins. Il faut satisfaire, c'est ça notre idéologie. L'idéologie de satisfaire les besoins du peuple, c'est ça que l'Africain responsable doit rechercher. Si ceci est fait, eh bien, si c'est une formulation idéologique, ça viendra le nom. Mais commençons déjà par satisfaire ces besoins vitaux de nos populations. C'est notre idéologie. Quand on revient à votre thèse, puisque nous allons pratiquement vers la fin de cet entretien, oui. On a comme l'impression que votre thèse défend le fait que le seul problème qui se pose lorsqu'on n'organise pas la présidentielle avant les élections législatives et communales, c'est que le président de la République peut perdre la majorité au Parlement, ce qui peut lui créer des problèmes de gouvernance. En dehors de cet aspect, est-ce qu'il y a autre aspect qui serait quand même corrosif au pouvoir exécutif? Tout est là, tout le pouvoir est là. C'est l'Assemblée qui consent l'impôt, c'est l'Assemblée qui vous donne les moyens de votre politique. Ça veut dire qu'on vous élit et on vous enchaîne, ça n'a pas de sens. Mais bien que le président dispose de des ordonnances, vous ne pouvez pas sur 5 ans, des ordonnances tous les jours. Comme on voit en France, 39-4, n'importe quoi. Ça finit par fatiguer les gens. Ça donne l'impression qu'on n'est pas en démocratie. Il n'y a pas une démocratie finie. Ça, la démocratie, c'est une quête au quotidien, permanemment. Il faut se rechercher. Et la démocratie, c'est un régime très, très fragile. Les gens utilisent la démocratie pour combattre la démocratie. C'est un des régimes les plus, à l'exception de tous les autres, c'est un régime très difficile, à l'exception de tous les autres. Donc c'est un effort quotidien. La démocratie est un régime très difficile. À l'exception de tous les autres, mais qu'il faut faire parce que ça donne les libertés, ça donne la possibilité de s'exprimer, de se construire individuellement et collectivement. Ça, c'est ça la démocratie. Et ça donne la possibilité d'alternance. Un groupe vient, un groupe va. C'est pour ça que dans les débats qui se font, il faut se dire celui qui est de ce côté aujourd'hui, demain pourra être de l'autre côté. Ça vous permet, dans vos choix, dans les lois, vous ne les faites pas pour vous, mais vous le faites pour tout le monde, sachant qu'aujourd'hui, vous êtes de ce côté, que demain, vous pouvez être de l'autre côté. Tout à l'heure, vous avez dit exactement ce que vous faites aujourd'hui, vous le faites pour vous. Aujourd'hui, vous êtes de ce côté, demain, vous pouvez être de l'autre côté. Les démocrates, par exemple, proposent que l'on ramène à 5% le taux... Je n'entre pas dans ce débat, je vous ai dit... Bon, certains acteurs politiques, si on peut le dire. Je vous dis, je n'entre pas dans ce débat. Vous voyez,
la confrontation, s'il faut réviser la Constitution ou non, je dis qu'il faut la réviser. Nous sommes dans le temps de confrontation. Mais à partir de maintenant, les députés, les 109, entreront dans le temps de la délibération. Nous avons fait les débats. Ils ont entendu les uns les autres. Ils ont pesé le pour et le contre. Ils ont fait des simulations. Ils trouveront. Et dès qu'ils trouveront une solution, il faut se soumettre. Il n'y a pas de bonne. Attendez, il n'y a pas de bonne ou mauvaise constitution. Ça, il faut que les gens le sachent. Mais les réformes, il y en a de bonnes et de mauvaises. Les réformes, il y en a de bonnes et mauvaises. Je vous dis, il n'y a pas de bonne ou mauvaise constitution. Tout à fait. Vous pouvez faire une loi qui ne plaît pas, et vous prenez une autre loi et vous la changez, vous la corrigez. Tout à fait. Et c'est ce qu'on est en train de demander aujourd'hui. S'il y a erreur, s'il y a faute, mais corrigeons et avançons. Maître Abraham Isidore, personne n'a la science infuse. Je vous sais quand même très regardant sur les opinions diverses de part et d'autre. Vous êtes quand même un bon démocrate. Alors, certains acteurs politiques estiment que ces réformes politiques sont conduites par la majorité présidentielle exclusivement en tenant compte de leur posture de mouvancier aujourd'hui. En ne tenant pas compte que demain, ces mêmes réformes-là peuvent le faire. Peut-être vous pouvez le dire avant ou au moment où on qualifiait de monoclore. On ne peut plus le dire aujourd'hui. Je vous ai dit, j'ai vu 3 présidents de groupes parlementaires. 3 présidents de groupes, je ne dis pas des représentants. 3 présidents opiner sur la question, chacun avec ses propositions. Mais c'est bravo. C'est de ça qu'il s'agit. Après cette délibération, si on arrive à une conclusion, à une décision, tout le monde doit s'y soumettre. C'est le problème. Et vous savez, le pouvoir politique, c'est un pouvoir essentiellement provisoire et révocable. Le temps de la monarchie est terminé. Le pouvoir politique aujourd'hui, c'est provisoire et révocable. Il faut que les uns et les autres le sachent. Le pouvoir politique est un pouvoir essentiellement provisoire et révocable. Ce que vous faites aujourd'hui, vous devez vous mettre à la place, si vous êtes majoritaire, la place de la minorité et vice-versa. Et les débats politiques, tout clair, n'est-ce pas, qui dans un débat politique, démocratique, devient moraliste ou moralisateur. Il ne faut pas trop de morale dans ce genre de choses. Risque de devenir petit dictateur déguisé en grand démocrate. Il faut faire attention à faire la morale. Telle est la vérité, telle est les vérités qu'on dit ici. Non. L'intellectuel doit être mesuré dans ces débats. Parce que, surtout en droit, qui est une science humaine, le droit, ce n'est pas une science mathématique, 1 plus 1 égale 2. C'est une science humaine. Ça s'occupe de l'homme, sauf dans certaines matières. Par exemple, en matière pénale, c'est comme A plus B, parce qu'il y a la vie, on peut vous condamner à moins. Là, il n'y a pas d'erreur possible. Là, il faut faire très attention. En dehors de ça, c'est une science d'interprétation. Et les gens s'étonnent, disent si vous avez 2 constitutionnalistes ici, l'un va dire là, l'autre va dire. C'est comme dans le prétoire. Vous avez un avocat, l'autre a un avocat. Un ancien président de Cour suprême, il ne vit plus, il n'était pas juriste, on était allé le voir, il nous disait, mais je reçois un mémoire d'un avocat, je lis, je suis convaincu. Je reçois le compte mémoire de l'autre avocat, il me convainc. Mais je ne... Il est confondu. Mais c'est ça, puisque chacun argumente. À vous, le magistrat, qui devez trancher, à vous de faire les recherches pour voir ce que dit l'avocat. Est-ce que sur toute la ligne... Très belle conclusion, très belle chute. Comment? Très belle chute. Mais c'est ça la vie. Donc personne n'a la science infuse. Il faut la contradiction. C'est de la contradiction que sort la vérité. Et faisons des débats élégants, que nous soyons de la majorité, de la mouvance. Sachons que nous sommes béninois, nous sommes des frères, nous devons vivre en frères. Et vous le voyez, hein, les gens font d'histoire dans
dans les messies, je dis, mais quand ils sortent, vous les voyez ensemble aller boire un coup ensemble, les gens s'étonnent. Mais c'est comme les avocats, vous les voyez dans le prétoire, tout ça, mais après ils sortent, vous les... C'est ça la vie. Et il faut sauvegarder cela. L'humain, hein, nous sommes dans une période de carême pour certains et bientôt pour d'autres. Et il faut mettre l'humain au centre de nos préoccupations. Merci à vous, Maître Abraham Zizi Ndohoué. Nous sommes à la fin de cet entretien. Le rituel, vous le connaissez très bien. Regardez droit dans votre caméra et dites un mot à l'endroit de tous ces sympathisants, tous ces étudiants et tous ceux qui ont bien voulu suivre cet entretien. Moi, je vais dire une chose à nos législateurs, ceux qui vont entrer en délibération à partir de lundi, puisque la séance d'ouverture a été, je vais leur dire de continuer à délibérer sur les propositions qui sont sur la table. Mais moi, avec ma petite science, je leur recommande de corriger l'erreur, si erreur, de corriger la faute, si à faute, c'est-à-dire l'inversion de la date des élections. Étant dans un régime présidentiel, même sui generis, commençons par l'élection présidentielle et faisons le reste. Parce que, et je prends date, j'ai dit je prends date, je le dis, ça c'est pas imposé, ils sont libres de faire autre chose, de commencer, mais ça va nous rattraper. Et là, on ne dira plus que c'est nuitamment, c'est en plein jour qu'ils auraient refusé de corriger l'erreur. C'est en plein jour qu'ils auraient refusé de corriger la faute et de dire il faut attendre que ce n'est pas sérieux. Une petite entorse au protocole, c'est-à-dire estime qu'il ne faut pas modifier le mandat en durée de mandat. Oui, je suis d'accord que dans le principe, on le dit. Mais si vous passez d'un paradigme à l'autre, vous passez d'une pratique francophone à une pratique anglophone, ça peut bouger pour juste un laps de temps, un aller-retour. Et après, dès que ça peut, le cycle va être conforme, normal. Est-ce que vous ne pensez pas que les inquiétudes sont un peu légitimes lorsqu'on sait que le premier mandat du président Patrice Talon avait connu un supplément? Et il semble que ce qui est demandé maintenant, on veut le rétrécir. Est-ce que vous ne voyez pas que... l'idéal, c'est qu'on n'y ait pas ça. Mais on l'a déjà. On l'a déjà. Qui peut être exploité de façon perverse à l'avenir. Non, non, non. Moi, je dis ce changement de cycle électoral, ce changement de paradigme, quand ce va-et-vient a été fait, vous verrez qu'on rattrapera. Et tous les 5 ans, on fera toutes les élections dans cet ordre-là et vous verrez qu'il n'y aurait plus cela. Je crois que notre Constitution a suffisamment bouclé ce fantasme de 3e mandat. Je crois que c'est ça qui hante les esprits et c'est ça qui fait que les gens ont peur. Laissons d'abord et après 2006. Mais une erreur que vous avez décelée, certains disent même une faute, et que vous refusez de corriger, vous retrouvez quoi? Merci à vous, Maître Abraham Zizi Ndohoué. Chers amis internautes de cet entretien, on retiendra entre autres qu'à l'entame, il a tenu à faire part des retours qu'il a eu suite à l'entretien qu'il a eu à nous accorder le dimanche dernier, autant pour moi. Il a rappelé que sa thèse est simple. Entre la nature du régime politique et l'ordre des élections, il y a bel et bien un lien. Il a argumenté dans ce sens. Il a fait part également de l'opinion du professeur Simon Narcisse Tometti, qui pour lui est un institutionnaliste. Il parle en tant que théoricien et spécialiste du droit électoral, a rappelé Maître Abraham Zizi Ndohoué au long de cet entretien. Il a répondu à Jacques Ayadi, président du parti politique Mouel Bénin, entendez mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. Au cours de son argumentaire, Maître Abraham Zizi Ndohoué a eu à qualifier le régime présidentiel béninois de sui generis. Il a argumenté dans ce sens, il a démontré pourquoi le régime présidentiel est qualifié dans ce sens-là. Pour lui, on n'a pas le régime classique à l'américaine. Le cycle électoral qui est le nôtre n'a pas celui d'un régime présidentiel. Il a argumenté dans ce sens. Il a souligné dans son argumentaire que sa première observation électorale, c'était aux États-Unis. Et donc, il a exposé les enseignements qu'il en tire. En 2026, il y aura changement de paradigme, changement de cycle électoral. Et donc, pour lui, cette opération s'impose à tous.
Quand il y a erreur, il y a faute, on la corrige. Il a donné comme exemple de pays qui effectuent la présidentielle avant les législatives et les communales, l'Indonésie. Il a dit également d'autres pays. Pour lui, un président qui n'a pas la majorité devient un dictateur puisqu'il se retrouve à gouverner par ordonnance. C'est un avis technique qu'il apporte et non un avis politique, car pour lui, tout ce qu'il a eu à dire aujourd'hui, tout ce qu'il a eu à dire dimanche dernier est dépourvu de toute coloration politique et de tout manteau politique. Pour lui, il faut forcément la majorité parlementaire à un président élu pour la stabilité du régime. Il a salué au cours de cet entretien les braves qui ont rendu effectif la conférence nationale des forces vives de février 1990. Pour lui, la conférence nationale a été une bonne chose car en un laps de temps, on a pu régler les problèmes de liberté et d'organisation des pouvoirs. Il s'en réjouit. Il a exposé au cours de son entretien les limites, selon lui, de la conférence nationale. La réforme du système partisan, pour lui, est une réforme inachevée, mais pas un échec. Il a argumenté dans ce sens-là. Nous devons chercher notre propre idéologie de développement, a-t-il lancé au cours de cet entretien. Le pouvoir politique est essentiellement provisoire et révocable, a-t-il laissé entendre également. Il a conclu en rappelant que personne n'a la science infuse, car c'est de la contradiction que sort la vérité. Il invite à des débats élégants. J'espère que je vous ai résumé. Ça peut aller. Merci à vous, Maître Abraham Zizindoroué. Je rappelle à nos amis internautes que vous êtes juriste de formation, avocat, enseignant du supérieur, ancien président d'institutions nationales et sous-régionales, ancien ministre, ancien député. Chers amis internautes, merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour d'autres rendez-vous médias.